Ce que nous pouvons retenir est que finalement les Congolais ont ras-le-bol de cette guerre. Ça devient comme en 1998 où les Congolais se sont encore levés contre la première ou la deuxième agression du Rwanda contre la République démocratique du Congo. Vous savez même qu'ils avaient pris un vol d'avion jusqu'à Kitona et commencé à marcher pour venir prendre la capitale, Kinshasa. Les Congolais commencent à comprendre que le Rwanda est un envoyé des États-Unis, de l'Union européenne, de l'Angleterre, de la France, de la Belgique, qui ne veulent pas acheter nos minéraux, à nous les producteurs. Ils créent un voleur chez qui vont commencer à aller acheter. Et aussi ce sont d'autres voleurs. Les Congolais ont compris que l'ennemi, ce n'est pas le Rwanda. L'ennemi, c'est l'Occident. Entre autres, ces pays que je viens de citer. Et les Congolais sont prêts. Non à en découdre avec le Rwanda, mais il faut en découdre avec ces puissances-là. C'est le message que nous sommes venus passer. Nous avons déjà vu comment les Congolais sont en train d'assiéger les ambassades. Nous avons vu nos joueurs. Comment les médias internationaux n'ont même pas voulu montrer la partie où restaient les fanatiques congolais à leur équipe parce qu'ils étaient habillés en noir. Et les Congolais viennent de comprendre qu'ils sont seuls contre tous. Ils vont se libérer. Qu'il pleuve, qu'il neige. Oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers auditoires, bonjour. Le thème que je vais aborder est celui de l'essor de la République démocratique du Congo, née qu'entre les mains de son peuple, et rien de plus. Je vais commencer par un proverbe qui dit que chaque vache finit par supporter sa bosse. C'est le cas de notre pays aujourd'hui. Je suis un témoin de l'histoire dans la sous-région des Grands Lacs. Et je vais commencer par une illustration que moi j'ai vécue au Burundi. Vous savez qu'en 1992, il y a eu plus de 400 000 morts Hutus sous le régime de Micombero. Et ces Hutus-là, on venait les récupérer à la maison et monter dans des camions comme des moutons. Les Tutsis allaient creuser des fosses communes et les bennes renversaient des êtres humains dans ces fosses communes et ils les couvraient. Alors nous sommes en 1982, je viens d'obtenir mon petit diplôme d'État. J'ai une promesse d'une bourse d'études aux États-Unis. Je dois passer par le Bujumbura, mais je n'ai pas de passeport. L'américaine avec laquelle je devais voyager me dit non, je vais chercher le passeport pour toi à Kinshasa. Elle est venue ici. Elle a fait plus d'une année sans revenir. Alors moi, je me fais engager comme un petit enseignant dans une école privée. Et on me donne les cours de français dans 2 classes de 6e. Ma première journée d'enseignement, j'entre dans la salle de classe. On me présente le directeur. J'ai 22 ans. En regardant dans la salle, je trouve qu'il y a de plus âgés que moi. En 6e année primaire. Alors je me mets
à écrire la date au tableau. Je mets mon sujet à enseigner. Le peu de temps que j'ai tourné le dos au tableau, j'ai tourné le dos aux élèves, moi écrivant au tableau, en retournant, je me rends compte que 3/4 d'élèves sont sortis. Ils ne peuvent pas être enseignés par un enfant. Les peu qui restaient dans la salle, une dizaine, moi je me suis mis à donner mon cours. Bon professeur de français. Mais ceux qui sont sortis attendent dehors pour attendre la récréation. Et poser maintenant la question aux autres. Qu'est-ce que l'enfant là a dit? Les autres disent, il enseigne très bien. Quand on rentre en classe, une bonne partie revient. Alors j'étais curieux de savoir pourquoi ce mouvement. Ce mouvement consistait qu'aucun Hutu ne devait accéder à l'école secondaire. Ils doivent se limiter en 6e année primaire. C'est ainsi que tu quittes la 5e année primaire, tu vas en 6e, tu doubles de classe, le triplement est interdit, l'année prochaine tu rentres en 5e, tu y passes encore une année, et l'année qui vient, tu reviens encore en 6e, la barbe pousse. Tu es obligé d'aller faire autre chose. Parce qu'au concours national, tu dois écrire ton ethnie, Hutu, Tutsi ou toi. Et seuls ont accès à l'école secondaire les Tutsis. Est-ce que vous sentez le degré de cruauté d'un être humain? Maintenant moi, Bitakwira, mon père a été égorgé vif en 1966. J'avais 6 ans. J'ai vu chez moi des gens fuir chez eux. Ils fuient la guerre, ils fuient la famille, ils viennent, ils parlent le Kinyarwanda. D'un coup, 10 ans, 15 ans après, non, ce n'est plus du Kinyarwanda. Nous fabriquons un autre nom. Le village de ma mère devient une tribu. J'ai voté à Moulengue le 20 décembre. Et maintenant, quand vous tentez d'expliquer, le monde tombe sur toi, haine tribale, discours de haine, allez, sanction. Mes chers frères et sœurs, cette guerre qu'on nous mène n'est pas différente de la ségrégation raciale aux États-Unis. Elle n'est pas différente de l'apartheid en Afrique du Sud. Elle n'est pas différente de la colonie japonaise face aux Chinois. Et donc, mon exposé ici va vous permettre de comprendre que la responsabilité est partagée. Soit nos dirigeants prennent au sérieux cette guerre, le peuple s'ensuit, accompagne, soit nous disparaissons. C'est le choix à opérer. Parce que quand il y a eu la ségrégation raciale aux États-Unis, si Martin Luther King n'était pas né, ne s'était pas levé, elle n'aurait jamais pris fin. Jamais. Bien comme dit le professeur Kabongo, il y a encore ces séquelles, mais toutefois, on a quand même eu un président noir aux États-Unis. C'est la victoire du combat de Martin Luther King. Quand je vois des petits magiciens devenus pasteurs ici, en train de jouer avec le peuple,
sans penser à notre avenir, si j'étais décideur, je les amènerais tous à Ngenga pour aller prier là-bas. Je les amènerais tous à Ngenga. Parce que l'ennemi a plusieurs stratégies. La stratégie de distraire. La stratégie de distraire. Pour que vous oubliez ce que vous êtes en train de subir. Et il n'y a personne pour ramener le peuple. Attention, qu'on ne distraie pas. Nous sommes en guerre. Mao a créé cette brigade-là. On te trouve au JB, au Fali, au Werason, au 6 mois de prison. Tous les yeux braqués sur Bunagana. Quand est-ce qu'on va libérer Bunagana? C'est pour quand? Monsieur le Président, on libère Bunagana quand? Vous avez besoin de quoi? Vous manquez quoi? Vous avez besoin de quoi, Monsieur le Président, pour qu'on libère Bunagana? Qu'est-ce qui nous manque? Comment? Ces Burundais-là dont je vous parle, qui n'avaient pas accès dans l'école secondaire, les mêmes Tutsis-là ont osé toucher sur du sang sacré Melchior Ndadaye. Si les Hutus se sont libérés aujourd'hui au Burundi, vous ne voyez pas? Dès que Kagame bouge un tout petit peu sur le Burundi, on ferme la frontière. Kanga! On va frayer notre chemin. Est-ce que vous savez maintenant que le Burundi est en train de placer un pont pour passer par Uvira, à Sangé, pour ne plus passer par le Rwanda? Ici, on nous rabat les oreilles, que nous sommes morts à 15 millions, on n'a jamais fermé la frontière. On n'a jamais rompu les relations diplomatiques. Dans quelle guerre nous sommes? Dans quelle guerre nous sommes? C'est quelle guerre? De complaisance amicale, ou alors ceux qui meurent, le lendemain ils ressuscitent, s'il est mort à Rutshuru, on les retrouve en Bandaka, le jour qui suit. Et nous devons pousser les dirigeants à comprendre à la même dimension que nous, que l'ennemi n'est pas aussi fort comme on le prétend. Il n'est pas aussi fort comme on le prétend. Nous avons les racines de ce qui nous mène la guerre, ici. Heureusement que déjà la tendance, j'ai vu que les gens commencent à aller assiéger certaines ambassades. On ne va pas les assiéger, on va les fermer. Et ils ne reviendront que quand nous aurons fini la guerre. Aucune mesure que le Congo a déjà prise contre le Rwanda. Aucune. Donc, même quand on nous tue, notre gouvernement fait semblant qu'on ne nous tue pas, on nous parfume. C'est du parfum. On doit fermer les frontières avec ce pays. La RDC n'a pas besoin du Rwanda. C'est le Rwanda qui a besoin de la RDC. On doit rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda. Ce n'est même pas à négocier. Ceux qui font le Kivu, vous voulez aller chez moi au Vira ou à Fizi, tout le monde passe par le Rwanda. Parce que la route du Congo n'est pas fréquentable. Et vous vous dites qui a interdit à la RDC de tracer sa route. Et quand vous passez par le Rwanda, on vous prend pour des petits idiots. Alors que vous payez. Alors que si nous prenons notre route, il sera asphyxié. Je dis bien asphyxié. Donc c'est nous qui donnons de l'eau au moulin du Rwanda. C'est nous. La guerre que nous mène le Rwanda, c'est nous-mêmes qui l'encourageons. Sous Trump, il a commencé à fermer ses frontières avec le Mexique. Les Mexicains ont commencé à crier.
Le Burundi a déjà fermé ses frontières avec le Rwanda, alors qu'il n'est pas en guerre avec le Rwanda. Mais nous qui crions que le Rwanda est en train de nous tuer, les frontières n'ont jamais été touchées. Est-ce que ce n'est pas une complicité? Il faut poser la question à M. Lutundula. Dans quoi nous sommes, monsieur le ministre des Affaires étrangères? Dans quoi nous sommes? On vient avec l'Ouganda, on va essayer de faire la coopération militaire. Mais les jours où on va occuper Bunagana, c'est l'Ouganda qui facilite l'entrée au Rwanda pour essayer de voir comment ils vont s'installer. Et après, on nous apprend, non, l'Ouganda a déplacé les bornes, il est venu les mettre au-dedans de notre pays. Kinshasa ne bouge même pas le doigt. Est-ce qu'on peut compter sur Kinshasa pour nous libérer? Un point d'interrogation. Mais avec la dynamique que nous observons aujourd'hui, je crois que quand nous avons vu même les ministres imiter les joueurs, nous avons dit ça y est. Parce que c'est le gouvernement qui doit prendre le devant. Il ne peut pas prendre le derrière. Et les internautes ont écrit. Il faut aussi comme on fait les joueurs. Est-ce qu'ils vont entrer en action? Nous espérons que c'est un message d'entrer maintenant en action.